c'est une maladie de merde, comme on dit, donc ça touche les enfants, ça touche les familles, ça touche tout le monde, quoi. Donc obligatoirement, on n'est pas insensible à ça. On est utile pour la recherche, pour la prévention, pour l'aide aux malades aussi. Ouais. Que vraiment notre rôle, c'est pas de les juger, mais justement c'est de les accompagner et puis de leur faire de la prévention. Donc en fait on va avoir un échange et essayer de comprendre pourquoi en fait elles pensent ça. Et puis du coup ça amène généralement un échange intéressant à la fin et puis après elles repartent en se disant ah bah oui finalement pourquoi pas, ou alors voilà, elles y pensent et ça fait le petit bout de chemin dans leur tête. Et donc c'est toujours en fait du plus. On est une association qui est très dans le lien humain. Donc forcément, voilà, on a de l'empathie, on sait forcément ce qu'elles veulent, et puis on est spontané. C'est de la disponibilité, c'est de la parole, c'est de l'écoute. C'est aussi se rendre compte que finalement, ce que je fais à la Ligue, je me dis qu'aujourd'hui, les cancérologues devraient aussi perfectionner un petit peu aussi leur approche du malade. La plupart du temps, le corps médical se réfugie derrière un verbe technique qui n'est pas accessible au malade, et le malade, il ne sait plus où il en est. Donc, il faut que la Ligue s'engage au plus près à la fois des malades et de la population, qu'elle soit engagée. Voilà. Mais engagée, vous avez compris, engagée aussi physiquement. 550 bénévoles sur le département du Doubs. Le rôle du bénévole à la Ligue, ce qu'on appelle nous délégués, le délégué il fait du porte-à-porte. On n'a pas de fonds publics à la Ligue, on fonctionne sans subvention. Donc le bénévole, grâce au porte-à-porte, il apporte plus de 50% du budget de la Ligue de Besançon-Pontarlier. Il faut que l'on soit le plus présent possible sur le terrain, au contact des malades et au contact de la population. Ça me paraît vraiment essentiel. C'est un maillage auquel on tient d'ailleurs, proximité. Ça permet de voir vraiment localement les soucis qu'on peut rencontrer et puis faire remonter ça à une échelle plus importante, départementale, pourquoi pas même nationale, en se disant là, attention. Par rapport au Covid, on a tout de suite vu qu'il y avait des retards dans la prise en charge des patients. Certains patients nous disaient oui mais mon rendez-vous il est reporté, et moi je suis malade, je me sens pas bien. Et ça, je pense que le maillage de la Ligue contre le cancer au niveau national a fait remonter très rapidement au niveau national ces informations-là. On rend des comptes aux bénévoles parce que c'est important. Donc chaque euro, on peut leur dire où il va. À la recherche, à la prévention, à l'aide aux malades. On est très clair sur ça. Hein, oui. On délègue quelque part aussi les messages de prévention. Un bénévole peut très bien être délégué pour en parler. Notre président, M. Bosset, lui, il intervient en conférence aussi sur l'optimisme. Parce que bien sûr, il y a des décès, le cancer, il est là, mais il y a aussi des avancées vraiment très intéressantes au niveau thérapeutique. C'est plus des rencontres. Il ne faut pas appeler ça des conférences. Ce n'est pas une conférence universitaire, ça n'a rien à voir. Je dessine des choses au marqueur et je les efface sur le tableau blanc. Je me refuse de projeter. Et il ne faut effectivement pas mettre d'intermédiaire matériel entre nous et soit les patients, soit les gens avec qui on va communiquer. Alors je me balade, je mets des temps de pause, je fais des dessins, ça amuse tout le monde. Il faut arriver à détendre aussi, il ne faut pas que ce soit trop sérieux quand même, quoi. Et j'ai peur, je le dis franchement, cette déshumanisation du rapport humain, c'est aussi simple que ça. Donc c'est ça qui m'a intéressé, c'est ça que je continue à faire. Finalement, on prive le malade de la parole, on le prive des questions, on le prive de son savoir, de son intelligence à lui ou à elle. Et ça me paraît être un problème énorme actuellement dans nos sociétés. Autant la médecine est très performante aujourd'hui, très technique, très savante, il manque un maillon au départ. Et il manque un maillon qu'on pourrait appeler le diagnostic social initial. Dans ce public, on a des délégués qui vont faire le porte-à-porte. Ça leur apprend aussi de nouvelles choses sur le cancer qu'ils vont pouvoir communiquer ou éventuellement répondre lorsqu'ils seront questionnés. C'est des explications sur l'évolution du cancer et puis l'évolution moderne des traitements. Donc il faut trouver les mots, il faut trouver les schémas très simples pour que la compréhension passe. Et puis ensuite, à la fin, donc,
nombre viennent poser des questions directement sur leur maladie, sur les problèmes qu'ils ont, les satisfactions aussi qu'ils ont. J'ai été traité de telle façon, je suis très content, ou bien j'ai tel problème, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc, il y a un petit peu de tout. C'est hyper simple si on prend le temps, si on y revient, si on fait un tout petit schéma d'un lymphocyte et qu'on explique ce que c'est, si on explique ce que c'est que l'ADN et l'ARN, mais ça, on les a vus à la télé, donc ils l'ont saisi. Quand on explique maintenant les vaccins contre le cancer, les vaccins préventifs ou les vaccins thérapeutiques, et qu'on prend comme accroche le vaccin ARN contre le corona, ben, ils sont tout de suite dedans. Tout de suite dedans. On remplace le SPIC par un antigène de cancer, ils comprennent tout de suite. En fait, communication et prévention, ça se rejoint. Ça se rejoint, c'est un peu dans la même catégorie, si je puis dire. Parce que donc on organise tout ce qui est des événements, des manifestations, et après je vais justement sur le terrain pour expliquer justement la prévention sur une thématique. On a une Color Life, là c'est un public beaucoup plus jeune, et donc du coup on veut un côté festif, on ne veut pas leur faire peur avec le côté maladie, donc c'est animé en plus par des étudiants. Ils passent une bonne journée et puis ils participent quand même en faisant un don à l'association. Ce qui leur permet de connaître aussi mieux l'association et puis pourquoi en fait ils font cette course. Les Dragon Ladies, c'est un groupe surtout composé de femmes, mais les hommes peuvent aussi y participer. En fait, elles pagaient sur le dos, et donc elles ont été opérées généralement d'un cancer du sein, et il y en a qui sont en traitement, il y en a qui donc c'est le après, mais c'est tout ce qui est pour en fait la rééducation du bras. Et puis sinon on a le mois sans tabac. On met en place des espaces sans tabac. Donc là, c'est plus de la prévention pour les jeunes. Donc c'est des panneaux qui sont situés aux abords des écoles ou alors sur des aires de jeu. Surtout pour rappeler aux parents, ils accompagnent leurs enfants. Écrasez vos clopes avant, quoi. Voilà, pensez-y. C'est de la pédagogie assez simple, mais probablement utile aussi. On avance sur le dépistage, c'est aussi important. Se dire un cancer qui est pris tôt est un cancer qu'on peut soigner beaucoup plus facilement. Et puis l'aide aux malades, c'est important, avec une aide financière, avec notre assistante sociale et une aide psychologique. On travaille sur des actions de prévention à mettre en place pour des personnes qui ne sont pas touchées par la maladie, mais qui pourraient le devenir. Et puis la prévention, justement, ça aide à limiter ces risques. En fait. Quand on va justement dans tout ce qui est les maisons de quartier, les MJC, donc des fois, ça dépend quel groupe, mais des fois il y a la barrière de la langue. Donc là, on a des plaquettes en fait qui sont en langue étrangère. On a des petites BD avec des dessins. Le discours et puis l'échange est plus simple avec les personnes et au moins elles peuvent vraiment comprendre. Et puis c'est vrai que du coup ça permet en fait l'échange parce que c'est des personnes qui ont aussi certaines croyances. Donc c'est compliqué forcément des fois avec eux de parler de l'intime. Et avec ces outils-là, ça permet de les mettre en confiance. Et donc après on a vraiment un véritable échange et on leur explique vraiment que voilà, c'est important pour leur santé de prendre soin de soi. En fait, on le ressent par rapport à elles rigolent, elles parlent entre elles, il n'y a plus de tabou en fait. Dans les conférences, je parle aux grands-mères, aux grands-pères, je leur dis faites vacciner vos petits-enfants, parce que c'est ça la réalité. Vos petites filles, mais aussi vos petits garçons. Ah bon, on ne savait pas, les petits garçons, on n'avait pas compris. Pourquoi? Il faut expliquer. Et l'explication, il faut rentrer dans la véritable explication. Donc ça, ils le comprennent très bien. Parce que les changements de sexualité font que l'HPV, les petits garçons seront peut-être en contact assez rapidement à 18, 20 ans et qu'ils auront un risque d'avoir un cancer de la gorge ou un cancer de l'anus. Et ça ne les choque pas, les gens. Simplement, ils ne l'ont pas réalisé. Donc autant en parler. Il est méconnu et puis on sait que certains pays ont pris les taureaux par les cornes. Par exemple, en Australie, tous les enfants sont vaccinés et on assiste aujourd'hui à une réduction très importante des lésions qui précèdent les cancers du col. Donc on s'attend à une disparition des cancers du col en Australie. Et puis alors on a
dans les pays occidentaux en particulier, l'augmentation de l'obésité, l'augmentation du surpoids. Et le surpoids, c'est le cancer, mais c'est pas que. C'est l'hypertension, c'est le diabète, c'est la diminution aussi de l'espérance de vie, le surpoids. Et puis, alors, le manque d'activité physique. Tout le monde a le droit à avoir une bonne santé et à être pris en charge et à être suivi. La recherche n'est pas vaine, on avance.